marche, mais ici, un retour d'expérience de FabT, et je laisse la parole à Diane et Karine tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je ne suis pas debout là-bas. Il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que on sait tous que si on veut changer le monde, il va falloir qu'on change de point de vue et de mode de faire. On connaît tous la célèbre phrase d'Albert Einstein. Mais la deuxième raison, elle est en lien direct avec la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. C'est que dans Startup de territoire, on fait ça. C'est-à-dire qu'on replace chacun, qu'il soit directeur de la CCI, commerçant, étudiant, chef d'entreprise, dans sa posture de citoyen, de simple citoyen, au milieu des autres, prêt à coopérer pour changer la vie là où il vit. Donc je vous rassure, cette posture un peu inconfortable que je vous offre sur ce début de présentation ne va pas durer très longtemps parce que moi je vais juste être là pour vous planter le décor et l'historique de ce qu'on fait à Valence, et ensuite je passerai la parole directement à ma collègue Diane qui vous parlera plus précisément de ce que l'on réalise en lien avec la collectivité territoriale. Mais voilà, je vais vous dire deux mots sur l'histoire de notre aventure Valence Roman, capitale des startups de territoire. En fait, cette histoire, elle commence en 2007 au sein du groupe Archer, qui est un groupe d'insertion professionnelle, dans une ville qui a été sinistrée par les délocalisations. Romans-sur-Isère, avant, c'était le fleuron de la chaussure en France. Tous les grands couturiers venaient à Romans pour choisir les modèles de leur future collection. Et puis avec les délocalisations, en fait, cette ville s'est transformée en une cité dortoir et en une ville avec des rideaux de fer baissés. Et donc Christophe Chevalier, qui est le PDG du groupe Archer, a décidé de créer le premier pôle de coopération territoriale et économique, qu'il a appelé Pôle Sud, et dans lequel il a réuni tous les acteurs de l'emploi, de façon à avoir un lieu dans lequel on pouvait imaginer l'emploi de demain et le développement économique de demain pour Romans. Aujourd'hui, le groupe Archer, c'est 1200 personnes, 400 équivalents temps plein de personnes en réinsertion professionnelle. Donc ce pari-là, il l'a plutôt réussi. Et il s'est dit, pourquoi on s'arrêterait là ? Pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas cette logique-là à l'ensemble du territoire et l'ensemble des acteurs du territoire ? Et donc il s'est rapproché de Sophie Keller, qui dirigeait à l'époque la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC. Et ils se sont dit, on va créer une dynamique qui va permettre à chacun, à chaque citoyen, c'est le terme anglais qui vient systématiquement, mais de s'empouvoirer, de s'empowermenter, et de devenir acteur d'un territoire en transition et d'un territoire résilient. Donc c'est de cette manière qu'est née la dynamique start-up de territoire. Et donc qu'est-ce que c'est start-up de territoire ? C'est l'idée de mettre des citoyens dans une même pièce, de les faire réfléchir avec des méthodologies issues des méthodologies Make Sense d'intelligence collective sur des grands sujets de société, et de faire émerger de cette manière-là des projets économiques, je dis bien économiques, à visée de transition sociale et environnementale. Donc la première soirée, elle a lieu en 2016 en mode village d'irréductibles gaulois. On est 100 chez Archer, et il invite plein de belles personnalités parisiennes aussi qu'il connaît, comme Maxime de Rostelan et Steven Hearn et des gens comme ça. Puis on commence à réfléchir à des idées, à des choses qui commencent à émerger sur le réemploi, sur le bien vieillir, sur l'agriculture bio. Et puis, fort de ce beau succès, l'année suivante, on est 300, serrés comme des sardines dans le hall du groupe Archer. On se dit on est trop nombreux, mais c'est génial d'être aussi nombreux, d'être aussi serrés. Et là, il y a des projets très concrets qui commencent à émerger, comme un projet de réemploi de bouteilles en verre, qui s'appelle Ma bouteille s'appelle Revient, un projet de centrale photovoltaïque partagée qui s'appelle Voisiwatt, un projet de lieu intergénérationnel qui s'appelle Ressources, et sur la base de citoyens qui décident d'investir ces champs-là et de créer des structures économiques, donc avec un modèle économique sur ces sujets-là. Et on s'aperçoit assez rapidement que le premier frein à tout ça, c'est quand même d'accompagner ces entrepreneurs ou ces collectifs, et puis de pouvoir leur trouver les premiers financements pour avancer. Et donc le groupe Archer se rapproche de l'agglomération de Valence Roman à ce moment-là, et il candidate à un appel à projet national, un PIA, un plan d'investissement d'avenir, qui s'appelait Territoire d'innovation de grande ambition. Et il décide donc de créer ce projet, Valence Roman, capitale des startups de territoire, comme un démonstrateur
en se disant on va prouver à la France et au monde entier, soyons ambitieux, qu'il est possible sur un territoire de faire émerger des citoyens en total bottom-up les solutions pour notre territoire, les solutions à impact social et environnemental pour notre territoire. Et donc en 2020, on est lauréat de ce fameux appel à projets, ce qui permet de créer la FAPT. Donc la FAPTI, pour la petite histoire, en fait, FAPTI, c'est Fabrique des entreprises de territoire. Et donc c'était FAPTI parce qu'à l'époque, c'était en lien avec les Smart Cities. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais donc vous pouvez dire FAPT, FAPTI, tout va bien. Et donc la FAPT, c'est une structure un petit peu étonnante, parce que c'est un établissement public indépendant, mais qui a dans sa gouvernance à la fois l'agglomération de Valence-Roman, le groupe Archer, donc un groupe privé, le département de la Drôme. Donc ça, c'est le conseil d'administration, mais plus largement, elle a un comité stratégique qui regroupe les clubs d'entreprise, des représentants de citoyens, des représentants de maisons de quartier. Enfin, l'idée, c'est vraiment de rassembler l'ensemble des acteurs économiques et de la société civile dans un même lieu, comme l'avait fait Archer à l'époque, pour penser le développement économique sur notre territoire avec ce prisme impact social et environnemental. Est-ce que tu peux passer une diapo, parce que le fait d'être assis, ou alors je vais me lever, mais j'aime bien cette posture. Comme ça, je vois la même chose que vous, c'est super. Donc, la FAPT aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes, une équipe mixte où il y a la moitié de salariés de l'agglo détachés, et puis la moitié de personnes comme Diane et moi qui sommes des personnes issues du privé qui sommes en contrat. Donc cette hybridation, elle a lieu même au sein de l'équipe. Et tu peux mettre la taille sur la FAPT, s'il te plaît. Donc c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué. Voilà, le groupe Archer, start-up de territoire. Ensuite, le TIGA. Et donc là, on est à la FAPT. Alors vous voyez, je vous ai mis plein de photos avec plein de monde, parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. On crée de la coopération, on crée des moments de frottement, on crée de la mise en relation. Donc on est un facilitateur pour faire émerger des start-up de territoire, donc des entreprises qui agissent pour le bien commun, pour l'impact social et environnemental sur notre territoire. On les met en réseau, on crée des filières et on est vraiment... je dis toujours que quand on parle de mon métier, parce qu'à la FAPT, moi j'ai plus ce rôle-là d'accompagner ces startups à impact, on m'appelle Mary Poppins souvent. Parce qu'en fait, je sors de mon sac magique le bon dispositif, la bonne personne, le bon collectif pour pouvoir aider ces entrepreneurs à enlever les cailloux dans la chaussure qu'ils peuvent rencontrer. Alors, on a quelques dispositifs très structurés sur l'incubation, par exemple, avec Ronalpia, sur les financements avec France Active. Mais globalement, l'idée, c'est de créer un écosystème favorable autour de ces porteurs de projets. Aujourd'hui, on en accompagne 120 qui sont à des stades très différents de leur entreprise, qui sont sur des sujets aussi divers que, on l'a dit, le réemploi, le bien vieillir, l'agriculture bio, et plein d'autres choses, la culture. Et on les aide à pouvoir avancer sans encombre. Mais tout ça, ce ne serait pas possible sur un territoire qui n'est pas lui-même sensibilisé et qui n'est pas lui-même facilitant. Et c'est ça qui va faire la transition. Ah oui, je vous ai mis quand même quelques chiffres aujourd'hui. Donc, on a 90 porteurs de projets accompagnés. 120, c'est tous les porteurs de projets qu'on a en portefeuille. Et ça, 90, c'est les structures qui ont été créées. Ça a permis de créer 390 emplois. En tout, grâce au PIA TIGA, on a pu avoir 5 millions de subventions qui ont généré 15 millions d'investissements, puisque c'est des financements à 30%. Et on a par ailleurs facilité l'entrée au capital de la Banque des Territoires dans 4 entreprises pour 9 millions quasi et demi d'euros. Et donc, ce qui a généré, là, pour le coup, plus de 20 millions d'investissement dans ces entreprises. Donc on a une action qui est très efficiente, même en termes d'argent public, puisque en gros, le calcul, c'est qu'un emploi coûte à peu près 7 000 € à l'État, ce qui est peu, et qui en plus a un effet, et ça on le verra quand on vous présentera un petit peu les enseignements de tout ça, un effet beaucoup plus global sur le territoire en termes de changement de récit. Donc pour reprendre le fil, tout ça, ça ne pourrait pas se faire si on était sur un territoire qui n'est pas acculturé, et c'est pour ça qu'on fait vraiment une action à 360 degrés, et que notre action, elle a aussi des incidences sur la collectivité territoriale, et donc c'est là que je vais passer la parole à Diane. Merci Karine. Je vais prendre la suite. Je vais essayer de parler un peu fort parce que je perds ma voix depuis hier, mais je vais essayer de vous présenter ça.
En fait, dans la FAPT, comme vous le disiez Karine, on est une équipe où il y a une partie de notre équipe qui accompagne surtout des entrepreneurs. Et moi, je suis arrivée dans cette équipe il y a 3 ans avec la mission d'accompagner la collectivité. Parce que notre ancien directeur, Michel Nicolas, qui était un peu là à l'origine de ce projet, qui a rédigé l'appel à projet auprès de la Caisse des dépôts et qui a mené ce projet depuis le début, à un moment, au bout de 1 an et demi, 2 ans de déroulé de ce projet, il s'est dit c'est génial, il se passe plein de choses sur notre territoire, il y a plein de citoyens engagés, il y a cette démarche qui existe, il y a des entreprises qui se montent et il y a plein d'actions qui se font en faveur de la transition. Mais à côté, on a notre collectivité, Valence Romand Agglo, qui est dans notre conseil d'administration, qui est partie prenante de la FAPT, qui, en sa structure, donc Valence Romand Agglo, pour petit récit, c'est quand même 54 communes, 240 000 habitants, un budget d'investissement et de fonctionnement qui est énorme, c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an, enfin, une grosse collectivité. Qui est quand même, c'est pas non plus une métropole, mais quand même ça reste un territoire qui est vaste. Et du coup, il s'est dit, nous, il y a une action qui est vertueuse sur ce territoire, mais la collectivité, elle est en retard. Elle est en retard, elle se met pas à la page, et aujourd'hui, elle n'est pas prête non plus à répondre aux propositions de ces entrepreneurs. La vraie racine de ce projet-là, c'était qu'il y a un des projets qu'on accompagne qui s'appelle Libers, qui fait des sondes pour l'arrosage automatique. Donc qui se mettent dans la terre, et donc l'arrosage automatique ne se déclenche que si la terre est suffisamment sèche et qu'il est nécessaire que l'arrosage se mette en route. Et cette entreprise était allée proposer ses services à la collectivité qui avait dit « Ah non, nous on fonctionne comme toujours, l'arrosage se met en route tous les jours à la même heure, ça ne nous intéresse pas ». Et il n'y avait même pas de réflexion et de prise de recul sur ce que ça pouvait être, et il s'est dit c'est un problème parce que c'est très bien qu'un particulier installe ce système, mais si la collectivité s'en saisit et l'installe dans l'ensemble de ces espaces verts, là, il y a un effet levier qui est énorme sur la réduction de l'utilisation de l'eau sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce que je pense qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels la collectivité, elle peut recourir au service de ces entrepreneurs et du coup devenir plus vertueuse par essence. Et donc, il avait entendu parler d'un outil qui s'appelle la théorie du donut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà, mais ça, on commence à en parler pas mal. Je vais vous le présenter juste ensuite. Et il s'est dit, ce serait super intéressant d'utiliser ça pour commencer à évaluer les politiques publiques de l'agglomération et faire basculer l'agglomération, en faire un outil de sensibilisation. Ça a été proposé au président d'agglomération et à l'exécutif, et ça a été accepté. Et donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on essaye de mettre en place un outil d'évaluation systémique de l'ensemble de l'action publique et de l'ensemble du projet de territoire de l'agglomération. C'est ce que je vais vous présenter, puisqu'on a utilisé donc la théorie du donut, qui est un modèle qui est relativement innovant et qui a été... je peux dire aujourd'hui qu'on fait partie des premiers territoires, même dans le monde, qui ont appliqué une méthodologie d'évaluation et d'usage de la théorie du donut. Du coup, la théorie du donut, c'est un donut, un cercle, un diagramme, avec 2 limites. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez la limite interne qui est un plancher social, en dessous duquel il ne faut pas tomber, sinon on tombe dans une situation où les besoins sociaux ne sont pas remplis. On se dit que le plancher social, il correspond beaucoup aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et à l'extérieur du donut, il y a un plafond écologique qui correspond aux limites environnementales dont on a parlé ce matin et qui commencent à être un petit peu connues, qui sont 9. Voilà. En tout cas, c'est donc un modèle qui permet de conjuguer à la fois des enjeux sociaux et à la fois des enjeux environnementaux. Et c'est en ça que ça nous semblait intéressant, parce que dans ces dispositifs de transition, on a parfois tendance à regarder par un petit trou, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, la biodiversité, ou si on est du point de vue social, le taux de chômage, le taux de revenu, etc. Et avec le donut, on a vraiment un outil qui nous permet d'avoir une vision vraiment globale et à 360. C'est pour ça qu'on l'a choisi, et c'est aussi parce que dans un seul schéma, ça nous permet d'avoir l'ensemble des informations. Je vais vous le montrer ensuite sur comment on l'a utilisé. C'est en une vision, une fois qu'on a compris comment ça se lit, on a une vision claire de OK, c'est quoi les impacts sociaux et environnementaux, et je vais vous expliquer aussi en quoi ça peut devenir un outil d'aide à la décision, parce que ça nous permet de pouvoir ajuster, parce que tout ne peut pas être parfait, mais comment on ajuste et comment on se met d'accord et on trouve des équilibres entre ces grandes choses. Il y a d'autres territoires quand même qui commencent à utiliser le donut, assez peu. Il y a d'autres initiatives. Ici, c'est en Grande-Bretagne, dans le comté de Cornouailles, où ils ont créé cet outil où ils évaluent leurs projets avant de les faire.
et ils se disent ok, sur chacune de nos thématiques, admettons la conversion des sols, la biodiversité, le projet il est pas très vertueux ou très vertueux. Donc c'est un exemple qui existe. Et là vous avez un donut de la ville de Grenoble qui a fait un travail assez intéressant, mais qui est un petit peu différent de ce que je vais vous présenter, dans le sens où eux ils ont utilisé le donut comme un outil de portrait de territoire, c'est-à-dire comment on fait un diagnostic territorial qu'on peut représenter dans un donut. Où sont tous les dépassements d'un ensemble territorial? Ça nous permet d'avoir vraiment une grille de lecture. Donc nous, on l'a utilisé de cette façon-là, plutôt dans une approche projet, parce qu'il y avait une commande qui était politique quand même, qui nous demandait de dire nous, on voudrait bien utiliser le donut, mais on a besoin que cet outil d'évaluation, il soit utilisé sur quelque chose d'actionnable, donc que sur de l'action publique qui est maîtrisée par la collectivité, afin de pouvoir ensuite réagir, actualiser l'action publique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans un premier temps, ça a surtout été un révélateur d'impact, parce que dans l'action publique, on a un mode de pensée qui est souvent j'ai un objectif, admettons la cuisine centrale, je dois produire des repas pour les enfants sur ma collectivité. Donc la collectivité produit, j'ai une cuisine centrale qui produit des repas, les enfants sont nourris, ok c'est bon, mon objectif est rempli. Et les externalités que ça produit commencent à être pensées, mais sont souvent pas vraiment regardé à 360 et manque de profondeur et de largeur dans ce que ça peut être. Et donc, en travaillant avec un outil comme celui-là, ça permet de vraiment révéler d'autres impacts sociaux et environnementaux de l'action publique. Et donc, déjà en les révélant, de pouvoir les regarder et ensuite de se poser la question de ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Je prends l'exemple de la cuisine centrale, c'est ok, en fait je me rends compte que à part cet outil, si je fais vraiment un gros travail sur mes marchés publics, la production de produits locaux, c'est pas juste parce que c'est sympa d'avoir des produits locaux, mais qu'est-ce que ça va générer sur mon territoire? Si j'ai des produits locaux et bio, ça veut dire que mes terres sont cultivées en bio, donc il y a moins de pesticides, il y a potentiellement une consommation d'eau qui est réduite, etc. Et donc comment ça transforme réellement le territoire à partir d'un outil qui existe déjà. Donc voilà, il y avait cette idée de révéler, il y avait cette idée de diagnostic, il y avait l'idée, et donc à partir de cette révélation et de ce diagnostic, de vraiment créer un outil de pilotage. C'est qu'une fois que c'est révélé, ok, comment on fait maintenant pour s'améliorer et pour avoir un impact qui s'améliore. Et ça a aussi un autre effet qui est celui de s'approprier, parce que dans une collectivité de 3500 agents, qui plus est... je n'ai pas trop honte de le dire, qui n'est pas forcément une collectivité qui est très écologiste et très engagée sur les questions environnementales jusqu'à maintenant. Il y a un niveau d'appropriation et de sensibilisation au sujet qui est quand même très variable et qui méritait vraiment de faire un travail de fond. Et avec cet outil qui est utilisé dans l'ensemble des services, ça permet vraiment une appropriation collective des enjeux et donc en fait un outil de sensibilisation pour les agents et pour les élus qui se passe au niveau des projets, mais on voit que cette sensibilisation, elle a un impact qui va au-delà de ça et du coup qui vient les toucher aussi dans leur rôle de citoyen. Et du coup, ça rejoint un peu le début de notre mission à la FAPT d'engager des citoyens. Bon voilà, je vais passer à la suite. Pour ce faire, on a un peu adapté notre donut, parce que dans la théorie du donut, il y a des grands items qui sont à la fois très bien et qui sont à la fois aussi très scientifiques et parfois peuvent paraître détachés des réalités du territoire. Et du coup, quand on a travaillé dessus, on a décidé de les adapter un petit peu en lien avec notre projet de territoire pour qu'ils soient plus pertinents et plus appropriables pour les acteurs avec qui on allait travailler. Mais c'est relativement les mêmes. Peut-être que je vous passerai la présentation parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Et à partir de ça, on a créé donc cet outil qui est donc un donut, mais nous on a décidé d'avoir des gradations à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire que ça nous permet de noter positivement un projet vertueux ou un projet qui serait à risque. Donc on a une notation qui va de -3 à +3 sur un ensemble d'indicateurs avec une construction de barème. Et en général, nos indicateurs, ils sont positifs quand ils répondent aux normes, quand ils sont supérieurs aux moyennes, quand ils répondent à des enjeux de référence. Donc c'est un gros travail de référencement, parce que les indicateurs, c'est pas des indicateurs normés. Je vais vous montrer juste après, c'est des indicateurs définis sur chacun de nos projets et qui sont en process d'amélioration. Donc à l'inverse, c'est négatif quand ça fait l'inverse. Et donc ce dispositif, on l'a appliqué sur une quinzaine de projets aujourd'hui dans la collectivité qui sont déjà en train de se passer, c'est-à-dire des projets qui sont en cours de réalisation ou déjà réalisés. On les a évalués dans leur processus de
réalisation ou de mise en réalisation. C'est-à-dire que c'est une évaluation qu'on fait tous les ans et qu'on actualise d'année en année pour voir s'il y a une évolution, enfin si l'impact il s'améliore ou s'il se dégrade. Et aujourd'hui, pas tout à fait dans l'ordre de mon diapo, on a aussi décidé de le faire en amont de certains projets, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore réalisés, et de se dire, ok, ce projet, est-ce que c'est pertinent de le faire déjà et si on le fait, est-ce que c'est mieux de le faire de cette manière ou de cette manière-là? Donc déjà, il y a toute une question de choix et d'aide à la décision pour les services et pour les élus. Mais il y a aussi tout un travail à faire avec les maîtrises d'ouvrage qui vont réaliser les projets, si c'est des projets de bâtiment. Donc là, par exemple, en amont, on a étudié un projet de palais de la Foire, un projet de rénovation de médiathèque et un projet de construction de la nouvelle cuisine centrale. Et du coup, ça nous permet d'intégrer au marché public de réalisation de ces projets-là tout un nombre d'indicateurs, d'exigences environnementales et sociales dans la construction même du projet, donc par essence. À l'inverse, donc là, c'est les projets qu'on a évalués qui sont soit des projets ponctuels, soit des projets de fonctionnement. C'est que des projets qui sont inscrits dans des projets d'investissement. Et donc, juste pour vous montrer la diversité, on a par exemple le projet de rénovation de l'éclairage public, qui est un projet de rénovation de l'ensemble du parc d'éclairage. Il y a la compétence déchets et la compétence assainissement de la collectivité qui sont passés aussi dans ce fil d'évaluation. Mais il y a d'autres projets qui n'ont rien à voir. Le plan crèche, c'est la construction de 3 crèches et des stratégies comme la stratégie achat durable, commande publique ou la stratégie habitat de l'agglomération. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un outil qui peut être utilisé sur des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, que ce soit en termes de but, d'échelle, de coût, etc. Je vous montre très brièvement la méthode qu'on a utilisée. En fait, quand on arrive sur un projet, on a travaillé beaucoup avec les services de l'agglomération. Et en fait, on est allé les voir et on leur a dit « Ok, votre projet, par exemple, c'est la rénovation de l'éclairage public. Qu'est-ce que vous pensez que ça a comme impact? Qu'est-ce que ça génère comme impact sur le territoire ?» Alors, ils nous disent tout ce qu'ils pensent, puisqu'ils sont quand même spécialistes, c'est eux qui les pilotent, c'est eux qui les mènent. Donc, politiquement, c'était quoi les objectifs, mais techniquement, c'est quoi les objectifs, quels sont les impacts? À partir de ça, ensuite, souvent, il y a 3 trucs qui ressortent et c'est tout. C'est là où je vous dis que souvent, les impacts, ils sont très peu pensés. C'est très pauvre, en fait, cette première discussion. Après, on reprend notre liste de thématiques, qui est celle-ci, et on leur dit, OK, du coup, votre projet, sur la question des déchets, qu'est-ce que ça génère? Parce que quand vous changez un candélabre, où est-ce qu'il part? Qu'est-ce que ça crée? Alors du coup, on commence à dire « Ah bah oui, c'est vrai que ça crée beaucoup de déchets. » Et ils disent « Ah oui, mais quand même, on crée des... Enfin, les nouveaux qu'on met, c'est des candélabres avec des LED et on les change beaucoup moins souvent. Donc à terme, ça va quand même produire moins de déchets. » Donc on note plein de trucs comme ça au départ, sur l'ensemble des thématiques, et ensuite on réalise un donut estimatif. C'est qu'à partir de ce qu'ils nous disent, on dit bon ok, c'est plutôt sur ça plutôt positif, plutôt sur ça négatif, donc comme des tendances. Et dans un deuxième temps, on leur dit ok, c'est super que vous ayez cette idée de ce projet et ça a l'air d'être vertueux ou pas d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme indicateur, ou qu'est-ce qu'on peut créer comme indicateur pour le montrer? Donc là, on fait de la recherche d'indicateurs qui existent déjà, ou s'il faut les construire parfois. Des indicateurs qui sont soit déjà collectés, soit des indicateurs qui sont des indicateurs de référence qui sont collectés, soit des indicateurs directement auprès des usagers. On crée donc une grille dans laquelle on collecte ces indicateurs et on réalise le donut. Donc c'est un peu un travail technique de notation, et je pense que je peux le dire aussi sur la construction des barèmes, parce qu'aujourd'hui on collecte des indicateurs et après on dit ok, il faut créer un barème qui va de -3 à +3, qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est le pire. Donc il y a tout ce travail de référence aussi pour aller voir ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que c'est, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui serait vraiment le mieux. Et donc en réalité c'est un travail qui est vraiment à la fois un gros travail de référencement, mais qui est quand même qui a une part de subjectivité dans son résultat de notation, parce que c'est dur d'affirmer que on est à 1 ou -1, mais qui a quand même tout ce travail d'auto-évaluation et qui a un travail en profondeur avec les services qui leur permet vraiment de faire évoluer leurs pratiques. Bon, je vous montre juste pour titre d'exemple, vous montrer juste comment ça fonctionne. Une fois qu'on a défini donc la thématique et un indicateur, on a notre donnée, on crée notre barème et du coup on attribue la note. Donc voilà, on fait ça sur l'ensemble de nos indicateurs, et une fois qu'on a traité l'ensemble de nos données et de nos résultats, on peut dessiner un donut avec les notes qu'on a fournies. Donc ça, c'est le donut d'une stratégie qui s'appelle achat durable et commande publique.
où on peut voir les grandes tendances. Et les flèches, elles sont commencées par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que sur nos données précédentes, où est-ce qu'on en est. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je disais la suite, juste, on a plein d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait en faire, optimiser l'outil pour vraiment construire des projets, parce que là, on voit qu'on est dans un temps du mandat, dans une collectivité où on peut se dire, maintenant qu'on va réfléchir au projet du mandat suivant, comment on les construit avec ce modèle et comment on pense dès à présent la suite de l'action publique à partir de ce modèle-là, donc et en faire un outil d'aide au pilotage et d'aide à la décision. Et il y a aussi l'idée, en lien avec ce qu'on fait à la FAPT, de faire un donut qui soit un portrait de territoire à l'image de ce que je vous ai montré sur Grenoble, c'est-à-dire d'évaluer notre territoire, de retranscrire des diagnostics territoriaux qui existent déjà sur un donut, et à partir de là, de pouvoir se dire, OK, où est-ce que la collectivité, elle peut agir et où est-ce qu'il est le plus pertinent qu'elle fasse des projets pour répondre aux manques du territoire, et plus largement, où est-ce que nos entrepreneurs, les citoyens du territoire, ils peuvent aussi faire des projets qui vont être les plus pertinents pour répondre aux besoins du territoire. Et par là, il y a un peu cette idée d'utiliser le donut, mais comme un outil de médiation entre l'ensemble des acteurs du territoire pour parler un langage commun qui va vers la transition et vers un impact social et environnemental qui soit plus vertueux. Donc voilà, je pense que... Ah oui, les petits enseignements. Voilà, les enseignements. En fait, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en plus, on a, parmi toutes les choses qui sont financées, on a la chance d'avoir une équipe de 20 chercheurs, dont certains sont à Grenoble, qui regardent ce qu'on fait, qui interrogent, qui interviewent, qui mesurent. Et donc ça, c'est très intéressant, à la fois parce que c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des acteurs de l'ESS et souvent, ils sont vus par les gens qui sont hors de ce champ-là comme des joyeux rêveurs qui sont bien gentils, qui font des trucs rigolos, qui se font plaisir, mais qui n'ont pas un réel impact. Et donc là, on va avoir des données beaucoup plus tangibles là-dessus. Et puis, pour nous, c'est super intéressant parce que ce qu'on vous donne là comme élément, ce sont les chercheurs en fait qui ont fait ce diagnostic-là. Donc, c'est pas notre propre auto-évaluation. C'est donc cette équipe de chercheurs qui a rendu son diagnostic il y a quelques semaines là, et donc qui nous dit qu'en gros, on va dire les tops, c'est que Valence Romand Agglo rayonne à l'échelle nationale sur cette question de développement d'entreprises à impact. Qu'on a expérimenté une nouvelle forme d'intervention de l'État, donc non pas financer directement des grands projets, mais financer une agence qui elle-même fait émerger des projets créateurs d'emplois et d'activités. On a très clairement provoqué une très forte stimulation des processus coopératifs sur notre territoire. Les images qu'on a vues de personnes ensemble, c'est vrai qu'on crée énormément de frottement et de coopération, mais ça c'est quelque chose qu'on va encore développer. Et puis on parle beaucoup de nouveaux récits en ce moment, et ça c'est quelque chose qu'on va formaliser parce que très clairement on a réussi à créer une nouvelle identité territoriale et donc un nouveau récit sur notre territoire, et donc on va travailler là-dessus pour pouvoir communiquer. Les difficultés et les enjeux, donc les fameux flops. La dynamique citoyenne, on n'a pas eu de chance quand même, on a été lancé en mars 2020, ça fait écho, non ? Donc pour créer des dynamiques citoyennes, c'était un petit peu plus compliqué, mais effectivement, la dynamique citoyenne, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à dynamiser, pour pas faire un trop pléonasme, pas sortir de l'entre-soi, ça rejoint un petit peu ça, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on arrive à mobiliser, élargir le stack, mobiliser plus largement, même si on est en lien avec les maisons de quartier, etc. Et puis, la difficulté à essaimer au-delà du cadre sectoriel et temporel des expérimentations qu'on a fait là, avec les budgets qu'on a eus, avec les personnes, avec un territoire qui était déjà, comme on l'a vu, le premier à expérimenter un PTCE, donc qui avait déjà une culture de cette coopération. Donc ça c'est les axes sur lesquels on va travailler dans les semaines et les mois à venir. Merci de... Superbe, merci beaucoup Karine et Diane, on peut vous applaudir. Ce qui nous laisse le temps pour les questions et le temps que vous formalisiez vos questions dans votre tête et de lever la main. Juste une petite anecdote, on s'est rencontré avec Diane dans un voyage d'études, une learning expedition comme on dit dans le milieu, à Amsterdam. Et Amsterdam s'est défini comme les premiers pionniers du donut. Et c'était en avril 2020 qu'ils ont communiqué massivement, vous vous rappelez, l'après-crise, l'après-corona, le monde d'après. Et Amsterdam l'avait pensé comme vraiment un outil de mobilisation de son territoire et de rayonnement pour dire on va faire différemment. On ne va pas continuer à faire du tourisme comme on a toujours fait en masse.
Et nous, ça nous avait vraiment surpris la façon dont ils communiquaient, c'était massif. Et tout le monde était aligné derrière le donut. Et puis quand on a commencé à creuser ce qu'il y avait derrière, en fait, c'était, ça commençait en fait. Et c'était vraiment, ça commençait, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore d'action, il n'y avait pas encore toute cette richesse que Diane et Karine ont montré ici. En fait, ils ont juste impulsé une dynamique par de la communication et après ils construisaient. Là où nous, Français, on fabrique plein d'histoires, plein de choses, et puis après on commence à communiquer en mettant du marketing autour de ça. Donc c'est voilà, petite anecdote, mais qui est sympathique à voir. Et ce voyage d'études était dans le cadre d'un déplacement avec Energy Cities, un très beau réseau aussi que je vous recommande pour les collectivités territoriales, et pas que, parce que c'est très riche. Bref, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des remarques, des interrogations ou des choses que vous aimeriez approfondir? C'est le moment. N'oubliez pas de vous présenter comme ça. Donc Fanny Trécourt, je suis chargée de projet de transition à la mairie d'Am-la-Plagne. Moi j'ai découvert Startup de territoire à Strasbourg et du coup j'étais contente de voir que toutes les startups de territoire font des choses différentes aussi et notamment ce lien qu'il y a avec les collectivités territoriales. Et je me demandais si selon vous on pourrait utiliser cet outil du donut dans le cadre du budget vert qu'on va devoir commencer à mettre en place aussi dans les collectivités et, parce que moi ça me semble très intéressant et complètement connecté. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a pas mal de collectivités qui se lancent dans le budget vert et en vrai, toutes les collectivités sont un peu invitées à le faire en réalité. Donc nous aussi, avec notre service finance, on en discute et on voit les ponts. Après, il faut réfléchir à techniquement comment le faire, quels sont les indicateurs, etc. Mais il y a une pertinence qui est complètement évidente avec l'idée de lier ces deux démarches. Donc compatibilité à ce stade. Ouais. Ok. D'autres questions, remarques? Ouais, Benoît. Benoît, Fabrique des Transitions. Une petite question de fabrique à fabrique. Je ne crois pas que vous l'ayez mentionné. Quel est votre modèle en fait? Comment l'équipe FAPT est financée? À ce jour, on est toujours lauréat de ce programme Territoire d'innovation et de grande ambition qui est un programme de la Caisse des dépôts et consignations. Donc on a un financement de la Caisse des dépôts qui dure 5 ans. Donc on est encore dans ces 5 ans de programme. Donc on est financé à 50% par la Caisse des dépôts et à 50% par l'agglomération de Valence-Roman. La suite est un point d'interrogation dont nous n'avons pas encore la réponse. Peut-être juste un mot sur le statut juridique de votre organisation aujourd'hui, parce que pour les connaisseurs, c'est intéressant. EPLA, établissement public local administratif. Ce qui permet d'avoir une gouvernance publique-privée, mais ce qui ne nous permet pas de facturer une offre de service à ce jour. Donc, ce qui pose question sur qu'est-ce qu'on va devenir. Et donc, a priori, on ne restera certainement pas un EPLA. Avis aux amateurs. Y a-t-il d'autres questions, remarques? N'hésitez pas. Léo Tixier, domaine skiable, domaine de montagne des Arcs, pardon, j'ai fait faire une énorme boulette. Les vieilles habitudes, pardon. Une question peut-être un peu difficile, mais est-ce que l'analyse des impacts des projets par les donuts a déjà conduit un maître d'ouvrage à purement annuler son projet au regard des impacts? Très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Eh bien, non, pas pour l'instant. Pour la simple raison qu'on est quand même dans le cadre d'un déroulé politique où en fait on a commencé cette évaluation. Le projet de territoire et le PPI pour les connaisseurs, donc le programme pluriannuel d'investissement de la collectivité était déjà défini et en gros on nous a dit que ce sera impossible de revenir sur le PPI. Donc les projets qui sont actés dans le PPI vont se passer et c'est comme ça. Donc vous avez à la marge des choses à faire sur les projets pour qu'ils soient plus vertueux, mais renoncer ce ne sera pas une option sur le déroulé du mandat. Donc non, mais par contre, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment un gros travail là sur la construction des futurs projets qui vont être proposés par les services et par les élus pour le prochain mandat, où là, je pense qu'il y aura des gros arbitrages qui vont être faits avec le donut, entre autres. Réponse.
Ouais. Ouais, bonjour, Marguerite Laborde, donc je suis directrice de la marque Mustela. Moi, j'aurais besoin juste de mieux comprendre les liens avec le privé. Donc, j'ai compris que c'était dans la gouvernance, j'ai compris que c'était dans l'accompagnement de start-up et de projets. Est-ce qu'il y en a d'autres et combien il y a d'acteurs dans la gouvernance qui sont privés ? Alors tous les acteurs avec lesquels on a interaction sont privés ou presque. Enfin voilà, la collectivité c'est presque le seul acteur public. Et après on interagit avec toute la sphère du développement économique. Donc les CCI c'est public-privé on va dire, mais les CPME, les clubs d'entreprise. Et on a des interactions aussi avec les entreprises aujourd'hui existantes qui ne sont pas sur ces questions de transition et qu'on accompagne dans leur démarche de transition avec des outils qu'on est en train de développer, entre autres sur la base du Donut, mais on a aussi un outil qui s'appelle la boussole, et aussi dans l'interaction qu'on peut créer entre nos petites entreprises de l'ESS et ces grosses entreprises, parce que nous, notre conviction, c'est que sur un territoire, ces petites entreprises de l'ESS, elles créent le lien entre toutes ces grosses entreprises pour accompagner tout le monde vers la transition, parce qu'elles ont des modes de faire, une agilité, des modèles économiques hybrides qui permettent de faire ce lien entre toutes ces parties prenantes. Merci. Bonjour, donc Solène Raffort pour la communauté de communes haute-maurienne vanoise. Dans l'animation, vous parlez d'animation de coopération justement entre tous ces acteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement? Est-ce que c'est des cycles d'ateliers, c'est des rencontres café, apéro, je ne sais pas quoi, dans des entreprises? Enfin voilà, comment vous vous y prenez? Que des apéros. Non. On fait des apéros, mais pas que. En fait, on fait plein de choses différentes. On fait pas mal de sessions en fait, qui sont basées sur nos outils d'intelligence collective qu'on appelle des boosters. Alors, si vous connaissez un petit peu Startup Territoire Strasbourg, vous avez peut-être assisté à ça. En fait, qui est en gros de mettre une dizaine de citoyens, une fois de plus citoyens, c'est chacun d'entre nous, autour d'un porteur de projet qui est face à une problématique et de passer 3 heures à challenger, à trouver des solutions. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On fait des séances de co-développement aussi, beaucoup. Et après, pour animer la communauté, on crée beaucoup d'événements. Ça peut être des réunions entre pairs. Donc quelqu'un qui a créé une SIC, par exemple, qui partage avec les autres ses tops et ses flops. SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. D'intérêt collectif, oui, pardon. Ça peut être des visites d'entreprise. Enfin voilà, on a plein de formats différents. Oui, c'est ça, des petits déj aussi où on fait venir des personnes inspirantes comme Eva Sadoun pour ceux qui connaissent ou des gens comme ça. Donc voilà, l'idée c'est inspirer, c'est créer du frottement. On a un lieu aussi où on peut accueillir nos start-upers en coworking, mais qui est un lieu partagé avec la French Tech. Donc là encore, l'idée c'est vraiment de la rencontre des mondes. Je pense que c'est vraiment ça notre ADN. On a aussi des profils qui sont câblés comme ça. Moi j'ai commencé ma carrière dans des grands groupes industriels et aujourd'hui j'accompagne plutôt des structures de l'ESS. Et donc l'idée c'est vraiment d'essayer de faire ensemble pour faire communauté de destin en fait sur cette question de la transition sur notre territoire. Merci. Sonia. Bonjour, Sonia Razafin-Ranali. Donc moi je suis consultante chez ARCOP, je suis une collègue de Benjamin et je représente aussi le réseau Solucir qui sera tout à l'heure promo à 14h, qui est un réseau qui développe l'économie circulaire en Pays de Savoie. Il y a pas mal de similitudes, je pense, en tout cas dans l'animation des communautés. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est que j'ai vu que du coup les prochains chantiers pour vous, c'est aussi la question de l'essaimage. Donc j'aimerais bien savoir comment vous abordez ce sujet-là. Voilà. Alors sur la question de l'essaimage, il y a déjà une première chose qui existe, c'est que Startup de territoire existe dans d'autres territoires. Donc on parlait de Strasbourg tout à l'heure, mais il y a Lille, Bordeaux, Lons-le-Saunier. Donc sur ces territoires, cette dynamique startup a commencé à émerger, pas avec les mêmes moyens que nous. Nous, c'est vrai qu'on a vraiment eu cette opportunité des moyens. Donc, mais en tout cas, on est un peu la locomotive de ces autres territoires pour leur montrer un chemin pour pouvoir se développer. Et ensuite, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse produire du contenu, qu'on puisse écrire. Il y a déjà les chercheurs qui ont écrit un certain nombre de choses, mais nous aussi, il faut qu'on écrive pour pouvoir effectivement communiquer et accompagner d'autres territoires sur ces sujets-là et pouvoir faire un peu la même chose partout, si c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, notamment au regard de comment vous utilisez le Donut et
avec les domaines de montagne des Arcs. Comment Bicorp le parallèle, est-ce que vous voyez des parallèles là, Bicorp, Donut, comment ça se répond, comment ça se parle? Est-ce qu'il y a des choses ici que ça vous évoque? Laura, peut-être tu veux dire un mot? Surprise. Donc nous, on est le domaine de montagne des Arcs Pez et Valandry. On a été certifié Bicorp à l'automne dernier, après une démarche qui a pris à peu près 2 ans. J'avais connaissance du donut, mais je me dis que là, on en parlait avec Léo, de vraiment aussi creuser, ce qui nous permettrait d'aller un petit peu plus loin dans... Enfin, j'ai vu une ouverture d'esprit, en tout cas avec le donut, qui nous permettrait aussi de venir adresser des points de la feuille de route Bicorp qu'on n'a pas su encore compléter. Donc désolé Benjamin, je ne réponds pas bien précisément à ta question. J'ai besoin de creuser le donut pour comprendre et voir comment aller plus loin. Ça permet de voir que la liaison entre 2 outils qui aujourd'hui peuvent converger vers un même objectif ne se répondent pas encore l'un et l'autre. Avec l'approche, alors il y a l'approche systémique que Bicorp aussi permet, en tout cas, de regarder l'ensemble des sujets. Il y a par contre Bicorp comme outil de pilotage quotidien est peut-être un peu plus évident, en tout cas de ma perception, que le donut qui est plus long terme peut-être à ce niveau-là. C'est juste ma première sensation, c'est pour ça que je voulais voir comment c'était perçu. Mais peut-être que vous avez regardé aussi Bicorp pour les entreprises que vous accompagnez. On avait regardé un peu Bicorp, mais effectivement, il y avait un angle vraiment plus entreprise. Mais je dois dire qu'on s'est quand même inspiré dans nos questionnements, en tout cas, on a regardé leur grille d'indicateurs parce que c'est intéressant. Et juste ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un ensemble aujourd'hui d'outils qui vont un peu dans le même sens. Et pour moi, il n'y en a aucun qui est contradictoire les uns avec les autres. Le seul problème, et peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû mettre dans Flop, mais on n'a pas fait cette slide, c'est de dire qu'il y a tellement une multitude d'outils que ça perd un peu les acteurs avec qui on parle, et notamment aussi en externe avec les entrepreneurs, mais aussi en interne avec les services de la collectivité, quand ils sont sollicités 10 fois par an pour remplir des indicateurs pour 10 outils d'évaluation différents. En fait, ça devient juste une corvée et plus du coup une boussole à suivre et quelque chose qui est entraînant et qui donne du sens à son travail. Et du coup, je pense que c'est un peu là l'enjeu avec tous ces outils d'évaluation, c'est d'essayer de trouver les ponts plus que en quoi ils peuvent s'opposer, parce que pour moi, ils vont vraiment dans le même sens. Et ils ont tous leur utilité, mais du coup, trouver la manière de travailler justement avec l'ensemble de ces outils. Et ce que je disais un peu aussi avec mes collègues, c'est quand on en a choisi un, peut-être on essaye de travailler vraiment avec un. Peut-être que c'est pas le meilleur, que c'est pas le plus idéal, et peut-être qu'on aurait pu en choisir un autre et qu'il y en a d'autres qui sont bien. Mais si on a choisi de commencer à travailler avec un, allons-y vraiment pour que ce soit plus clair en fait pour nos interlocuteurs. Donc voilà, c'est bien un truc de. Merci Diane. Une petite dernière question et après on clôture. Oui. Oui, du coup, petite question. Est-ce que pour vous, l'usage du donut est assez facile et appropriable par les services des collectivités? Donc, Lucille, pardon, je travaille à la communauté de communes avec Chamonix. Et est-ce que pour vous, c'est assez facile d'utilisation et vraiment les gens ont une facilité d'appropriation de la chose? C'est-à-dire que si demain ça s'arrête, vous pensez que c'est intégré au bout de quelques années et que les gens le garderont? Et à tout niveau d'échelon, tout type de service, parce que quand vous parlez un financier ou un chef de projet, c'est pas les mêmes types d'ouverture, on va dire, à ces nouveaux outils. Je dirais que c'est pas encore totalement intégré, mais que ça a vraiment pris place dans les réflexions et que sur l'usage, en fait, même nous, on a tâtonné parce qu'en réalité, la théorie du donut, c'est une théorie de ce cercle avec 2 limites et l'idée qu'il faut avoir une vision du monde où on va pas vers une croissance infinie, mais où on doit se contenir entre 2 limites et que donc il faut penser toutes nos actions avec des limites. À partir de ça, ça ne fait pas forcément un outil d'évaluation. En réalité, on a mis beaucoup de temps à tâtonner de comment ça pouvait être à la fois le plus pertinent, le plus utile et le plus facile à utiliser. Donc trouver cet équilibre. Je ne suis pas sûre qu'on ait encore tout à fait trouvé cet équilibre entre les trois, mais c'est un peu la recherche qu'on a. Donc là, on se pose encore la question de comment on peut simplifier certaines choses pour que ce soit utilisable encore plus facilement et donc plus généralisé. Donc il y ait plus de services qui l'utilisent, qu'ils aient aussi moins besoin d'assistance, parce qu'aujourd'hui quand même on est 2 à travailler sur ce projet où on assiste beaucoup les services dans leur processus d'évaluation, mais donc forcément ça limite le nombre de projets qui peuvent être évalués. Donc il y a vraiment une idée de simplifier, mais
ça me semble qu'une fois qu'on a compris et qu'on détermine quelques indicateurs, après j'ai l'impression que la difficulté de simplifier, c'est l'exigence intellectuelle parfois de se dire mais si je choisis que cet indicateur qui est simple, c'est pas assez représentatif de l'ensemble des choses, etc. Mais la position d'un certain nombre de personnes et notamment de nos élus, c'est de dire peut-être que c'est pas forcément aussi riche que ce que ça pourrait, mais si ça montre quelque chose et que ça permet de lancer une action, c'est suffisant. Merci Diane. Merci Karine. Je pense qu'on peut les applaudir.